Bonjour à tous et bienvenue sur Comme au cinéma. Alors aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir la réalisatrice Denise Gamze-Erguven. On l'avait découverte en 2015 avec son premier long métrage qui s'appelait Mustang, ici. Elle revient le 11 avril avec son second film qui s'appelle Kings. On regarde tout de suite la bande-annonce. Maria, I need a favor. What the hell? They acquitted the four cops that kicked the shit out of Rodney King. Not guilty on all charges. So you in? No, she's not. What's happening? Did we miss the fun? No, back inside, boys. Come on. Stay down! Uh-oh, let's make him feel. There's a cop running around with a gun. Where? No, they're after some kids. Alors Denise, bonjour et merci d'être ici avec nous. On est également en compagnie de Marc Aurel. Bonjour Pierre, Pour bonjour cette Denise. interview. Alors, pour rappel, Kings évoque un événement assez important dans l'histoire américaine. Ça se déroule en 1992, suite au procès lié à Rodney King, qui était un jeune afro-américain qui s'était fait passer à tabac par des policiers. Le procès ayant été en faveur des forces de l'ordre, il y avait eu un mouvement de la part de la population et de nombreuses émeutes aux États-Unis. C'est un sujet qui est assez fort et qui vous a mis 10 ans à être fait. Oui, absolument. Alors 10 ans, c'est quand même long. Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps et comment c'est né surtout ce sujet ? J'ai commencé à travailler sur ce film dès ma sortie de la Fémis en 2006. Et donc pour revenir à la genèse du projet, c'était en 2005, il y avait eu 2 événements consécutifs qui m'avaient commencé à détourner mon attention vers ces émeutes. Le premier était que je m'étais fait refuser pour la 2e fois la nationalité française. Et alors que j'étais en train de faire un court-métrage là-dessus, qui était le sujet de mon film de fin d'études, les émeutes ont éclaté en France pendant 3 semaines. Et pour la première fois, le rapport que j'avais à la France était à ce moment-là teinté par une espèce de malaise, parce que j'étais dans un pays que j'aimais profondément, j'étais arrivée à l'âge de 6 mois, je me sentais complètement française, et malgré tout, ce pays me refusait. Donc il y avait aussi l'espèce de vertige de ne pas savoir si je restais l'année suivante. Et donc il y avait une certaine fragilité dans mon rapport à la France. Et même si tout ce que je vous raconte là est immatériel et plutôt abstrait, tout d'un coup les émeutes de 2005 ont été comme une espèce de matérialisation de ça, un reflet de ce que je ressentais. Donc je pouvais reconnaître ce qui se jouait dans ces émeutes. Et après, pendant un certain temps, je me suis dit, j'ai pas rêvé, il y a vraiment un petit problème d'intégration en France, et je suis pas la seule à ressentir cette chose-là. Et ensuite, pendant un an, je crois que j'ai lu, réfléchi, discuté beaucoup d'émeutes. Et j'avais vu les émeutes de 92 de loin quand j'étais adolescente. Et en reparlant d'elle avec une femme de Los Angeles, je me suis dit, tiens, quand même, il faudrait que je me penche un peu plus là-dessus. Et j'ai passé quelques jours en bibliothèque, vraiment de manière assez scolaire au début, à lire tout ce que je trouvais sur les émeutes de 92. Et j'avais très très vite l'intuition d'un film, mais vraiment de manière... Enfin, il y avait presque, à la manière d'un archéologue, l'impression de tomber sur quelque chose et de commencer à le déterrer. Puis l'intuition du mouvement du film aussi, c'est-à-dire que c'était une histoire pour moi qui reflétait ce que je vivais, enfin les émotions que je ressentais, et qui en même temps avait des espèces de notes en termes de comment raconter une histoire qui me semblait très précieuse, quoi, parce qu'il y avait à la fois la part très sombre de ce que sont que ces émeutes, c'est-à-dire c'est des événements qui sont dévastateurs, qui ne génèrent rien de bien, quoi. C'est pas du tout comme une espèce de révolution, on construit quelque chose après. C'est en général, pendant des années après, il y a une espèce de fear factor dans les quartiers très touchés par les émeutes, personne n'investit dans ces quartiers, il y a encore moins de travail, il y a encore plus de pauvreté, enfin, voilà. Et de l'autre côté, le propos des émeutiers ne passe pas, c'est-à-dire que c'est tellement mélangé dans une espèce de tourbillon de violence et qu'on comprend même plus de quoi il s'agissait au départ, quoi. Donc il y avait ça, cette part très très sombre, et ensuite il y avait cette autre dimension que je ressentais très
tôt dans ces événements qui étaient... c'était 5 jours à Los Angeles sans loi et où des choses très absurdes pouvaient arriver. Donc on avait l'impression que le monde, les lois du monde étaient absentes et qu'il y avait une espèce de sentiment presque apocalyptique de fin du monde, d'absence d'avenir. Et pendant 5 jours, des situations du coup très absurdes se sont produites aussi. Il y a eu énormément de pillages et quiconque avait des comptes à régler pouvait le faire. Les policiers me disaient qu'ils avaient eu un peu carte blanche, donc même si on donne des chiffres officiels qui sont sortis très vite après les émeutes, je sais que pendant des longs mois après les événements, ils ont trouvé des corps dans Los Angeles. Donc voilà, donc il y avait ce reflet et cette résonance très forte avec quelque chose qui m'était intime, même si j'étais à l'autre bout du monde et que je n'avais pas vécu cette histoire-là. Mais alors moi je me demande, donc vous parlez de celle de la France, pourquoi ne pas avoir traité de celle-là? Et également, on voit bien que dans l'histoire américaine, c'est quelque chose qui est très récurrent, des émeutes liées au racisme. Dans les années 60, il y en a eu beaucoup. Los Angeles, Détroit, Catherine Bigelow avait d'ailleurs fait un film là-dessus l'année dernière. Il y en a eu même plus récemment, en 2014, ou même à Charlottesville l'été dernier, avec des manifestations racistes. Voilà, alors pourquoi vraiment 92, même voilà, vous m'avez dit ça vous a touché dans votre adolescence, mais est-ce que le sujet, l'histoire aurait pu se déplacer dans un lieu plus récent, dans un autre pays, dans les années 60 par exemple? Alors vraiment, c'est une question qu'on m'a très souvent posée, puis aussi très souvent on m'a dit pourquoi tu fais pas un film sur les émeutes françaises, mais peut-être qu'elles sont aussi exotiques pour moi que ces émeutes-là, dans le sens où les émeutes en France étaient dans des quartiers très particuliers. Par exemple, il y a beaucoup de presse internationale qui ont dit que Paris brûlait, c'était pas vrai, c'était très spécifique à certains quartiers et cloisonné d'une certaine manière. Et là, il y avait une espèce d'intersection qui était en France. L'histoire était beaucoup celle de jeunes garçons qui se pourchassaient, qui jouaient au chat et à la souris avec la police. C'était pas ça. Enfin, l'incarnation de ce que j'avais envie de raconter n'était pas de cet ordre-là. C'était vraiment ce qui s'est passé à Los Angeles. Toutes les émeutes ont un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'il faut à l'origine une espèce d'érosion entre les relations de plusieurs communautés, que ce soit par exemple différentes minorités, une minorité puis une majorité, ou bien dans le rapport d'un groupe avec la police. Et ce qui ensuite déclenche une émeute, c'est les ingrédients presque, c'est une violence policière ou une rumeur de violence policière. Et pour que la vague se brise complètement, il faut une vacance de pouvoir tout de suite après. Et c'est ce qui est arrivé en France. Pendant quelques heures, les policiers n'ont rien fait, se sont un peu terrés et tout ça. Et aux États-Unis aussi, la police est retranchée. Sauf que la grande différence avec les émeutes de 92, c'est qu'elles ont touché absolument tout le monde. C'est-à-dire que Los Angeles a vraiment brûlé. Paris n'a pas brûlé, Los Angeles a brûlé. Il y avait vraiment cette espèce d'impression de « ok, c'est fini, il n'y aura pas de demain ». Il y avait... tout le monde était concerné. C'est-à-dire qu'il y avait des images, c'est une image que je cite assez souvent, d'une vieille dame qui, avec un briquet, essayait de brûler un palmier. Et je trouvais que ça disait un tel degré de désespoir, un tel degré de folie, que là, je commençais à me dire, tiens, c'est par là que se situe ce que je ressens et ce que j'ai envie de raconter. Et voilà, puis ensuite il y avait aussi quelque chose de très spécifique à ces émeutes, c'est que la télévision et les images étaient un personnage de l'histoire. Et notamment, par exemple, les deux faits divers qui ont été les déclencheurs des émeutes, le meurtre de Latasha Harlins et le tabassage de Rodney King, sont deux événements qui ont été filmés. On pourrait dire, le mot s'y prête pas vraiment, mais que c'est les deux premières vidéos virales. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais à la télévision, elles étaient très 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 abondamment vues. Et elles ont généré ce que génèrent des vidéos virales, c'est-à-dire une espèce d'impact sur à la fois l'intimité des gens qui pouvaient voir dans ces images leurs proches et ce qu'ils pouvaient ressentir dans leur rapport à la police et tout ça. Et en même temps, ça touchait l'inconscient de la ville entière. C'est-à-dire que tout le monde était... ce qu'on raconte de Los Angeles après la diffusion de ces images-là, puis ensuite le procès, c'est qu'il y avait une espèce d'électricité très palpable dans l'air. Et donc, il y avait ça. Ensuite, le procès des officiers de police qui ont tabassé Rodney King était le premier procès dans l'histoire des États-Unis à être télévisé complètement.
Et voilà, donc il y avait ces dimensions supplémentaires, l'échelle, l'aspect un peu fin du monde, et puis les images qui étaient là. Donc elles sont d'une certaine manière très différentes. Enfin, c'est de toutes les autres émeutes et même de celles des années qui viennent de s'écouler. Oui, du coup, vous avez évoqué, en plus de Rodney King, cette jeune afro-américaine qui avait été tuée dans une épicerie d'une dame d'origine coréenne qui avait pris peur, en fait, et pensait qu'elle voulait la voler, et qui l'avait abattue. Et elle aussi s'était retrouvée avec un procès en sa faveur. C'est un élément qui était important pour vous d'ajouter, en plus de l'affaire Rodney King, qui est déjà très marquée et très importante. Ça participait à l'histoire. Enfin, autant Rodney King, tout le monde a vu la vidéo du tabassage, autant Latasha Harlins, c'est plus une histoire qui est très marquante pour les Afro-Américains de ces quartiers de l'époque, mais que tout le monde a vu. Enfin, donc on ne connaît pas vraiment le versant de cette histoire-là, mais c'était vraiment deux histoires qui tressaient. Enfin, et on parlait autant de Latasha Harlins au premier soir des émeutes que de Rodney King. Après, il y a eu aussi quelques petits faits divers notoires. Il y a eu une espèce de série de grandes injustices dans des verdicts. Enfin, cette femme, effectivement, a une amende de $500 et une peine de prison en sursis. Donc, elle n'a juste pas été une seule minute en prison. Et puis, d'un autre côté, il y avait un Afro-Américain qui avait... je ne sais plus si c'était donné un coup de pied ou tué un chien qui s'est retrouvé en prison, et c'était des choses qui se répondaient immédiatement. Donc il y avait une espèce de colère qui commençait à gronder, mais effectivement, enfin, les deux grandes... La tâche à Harlan, c'est vraiment une grande histoire. Enfin, ça avait été très marquante, moins retentissante au niveau international, mais très centrale dans ces événements. Alors, on en parlait avec Marc Aurèle avant. Lui, il a eu la chance de voir quelques-uns de vos interviews, de vos courts-métrages. Et il me disait que la question de la Turquie était assez présente. Oui, il y avait aussi, vous aviez fait une interview avec France Inter où vous disiez que vous parliez beaucoup de la Turquie, que c'était quelque chose qui était donc très présent dans votre culture et dans votre travail. Mais là, il y a un grand changement quand même, puisque c'est outre-Atlantique. C'est aussi une première parce que c'est la langue anglaise. C'est une première parce que vous avez 2 stars au casting. Est-ce que ça s'est passé avec harmonie, un changement? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que vous évoquez effectivement que les émeutes à Paris, les émeutes à Los Angeles, il y a malheureusement une sorte d'universalité de la révolte. Mais est-ce que pour faire Kings, il y a eu vraiment un moment où vous vous êtes dit ça y est, c'est autre chose, c'est un autre cinéma? Pas vraiment, dans le sens où à la jeunesse du projet, j'étais suffisamment... la famille, c'était pour moi un moment absolument génial de 4 années à faire des films sans se poser beaucoup de questions de production, et du coup je m'étais posé aucune question de production, donc je suis sortie de là en étant vraiment vierge sur ces sujets-là, et pour moi le film était une évidence, et bien entendu j'allais réussir à le produire. Enfin, il y a eu une espèce de... Et en fait le film s'est révélé... Donc, je suis juste en train de vous révéler à quel point j'étais crétine, mais d'une certaine manière, mais c'est révélé impossible à produire. C'est-à-dire que depuis l'Europe, tous les guichets sont faits pour résister au cinéma hollywoodien. Donc, presque aucun guichet ne finance des films en langue anglaise, pour pas avoir des films hollywoodiens qui arriveraient masqués jusqu'au CNC ou des choses comme ça. Depuis les États-Unis, c'était encore une autre paire de manches, parce que c'est considéré comme un film urbain vu que le casting est afro-américain, et jusqu'à Black Panther on se disait que des acteurs afro-américains, personne sur Terre n'avait envie de les voir, et qu'ils étaient moins bien finançables, pas du tout exploitables dans la même mesure et tout ça. Donc voilà, il y avait des espèces de notions de c'est un film de cette catégorie-là, donc pas très glamour pour les Américains, et donc ce film quand même est tellement présent depuis 12 ans dans mon parcours que d'une certaine manière, ce qui est exotique, c'est effectivement les acteurs au casting, mais que j'aurais pas eu si ça avait été le premier long métrage. Mais sinon, il s'est d'une certaine... tressé avec
avec tout le reste, c'est-à-dire tout ce que j'ai construit en France et tout ce que j'ai construit avec Mustang. Euh, Mustang est né de Kings d'une certaine manière. Enfin, c'est vraiment un moment où je me suis dit, bon, Kings, ça ne marche pas, j'y arrive pas. Ça faisait 5 ans et demi que je m'entêtais à tout faire pour que le film existe et enfin, c'était désespérant. Enfin, et puis Mustang avait commencé comme une espèce de plan machiavélique pour faire Kings après. Et j'avais désossé des scènes de Kings dans le scénario de Mustang, par exemple les filles qui apparaissent à la télévision dans la scène du match de foot. C'est quelque chose que je m'étais piqué à moi-même en fait. Il y avait tout un tas de scènes comme ça. Donc pour moi, il y avait quelque chose de... même si c'est des territoires différents et tout ça, qui était quand même dans un même mouvement. Et puis après, par rapport aux 3 pays, la Turquie, la France et les États-Unis, il y a vraiment une espèce de notion de... Bon, les États-Unis sont devenus très importants dans ma vie à cause de Kings, parce que de par les besoins du scénario, j'avais besoin de passer du temps à Los Angeles, faire des recherches, et il se trouve que je peux même dire que j'ai une espèce d'histoire d'amour avec cette ville. Et au final, enfin, tous ces sédiments de vie, enfin, c'est-à-dire la vie de Mustang à Los Angeles à cause de la campagne des Oscars et tout ça, ont fini par... je sais pas, il y a eu un moment où j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune interférence, mais tout se jouait ensemble. C'est-à-dire que c'est le succès de Mustang qui a poussé, qui a permis Kings très, très, très... évidemment, enfin les acteurs avaient vu Daniel Craig et Halle Berry avaient vu Mustang, enfin, donc je sais pas, j'ai l'impression que ça sort du même vraiment du même endroit quoi. Enfin, donc tout ça pour répondre à une question beaucoup plus simple qui était est-ce que c'est un autre monde? Non, en fait c'est vraiment le même tissu. Et circonvolution de ma réponse, pardon. ça, du coup, il évoquait les 2 acteurs, j'ai oublié de les rappeler, c'est donc Halle Berry et Daniel Craig, qui sont donc ces 2 grandes stars, qui sont pas forcément les plus en avant dans le film, pas forcément ceux qu'on retient le plus, ce serait plutôt les jeunes garçons, on y reviendra, mais sur ces 2 stars, donc c'est votre premier film avec des stars, des acteurs aussi importants, des grands noms. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que ça a rajouté une pression, même par rapport à des producteurs, peut-être qui vous mettraient un peu plus de tension, voilà, qu'avec Mustang, où finalement on se dit c'est un film à plus petit budget, avec des acteurs plus novices et avec du coup plus de liberté? Non, il y a des endroits où ce qui se joue est exactement la même chose. C'est-à-dire, là où j'avais l'impression de... Par exemple, je me souviens avec Mustang d'avoir un grand sentiment de responsabilité par rapport au film, en fait. Et alors, c'est un film qui coûte pas grand-chose, qui coûtait... À l'époque, on tournait autour de 1 million d'euros, quelque chose comme ça. Et pour moi, j'avais l'impression d'avoir braqué une banque et d'avoir énormément de responsabilités par rapport à cet argent. Enfin, ça peut paraître idiot, mais... Et sur Kings, j'avais l'impression d'être d'avoir une charge de responsabilité par rapport aux acteurs. Et je le vivais un peu comme si... je sais pas, les 2 me regardaient dans les yeux en posant des questions et j'avais besoin de nourrir leur imaginaire, de donner les histoires des personnages, des choses comme ça. Et en ça, c'était plus le même sentiment de responsabilité, un peu différemment avec eux. Et sinon, ce qui est pareil d'une certaine manière avec eux ou d'autres acteurs, c'est on reprend toujours tout vraiment à zéro, quoi. Donc c'est comme si on avait tous un peu peur au début d'un nouveau projet et on avait besoin de construire quelque chose. Donc ça veut dire vraiment, moi, j'étais très touchée par les grands yeux de Daniel Craig qui pose des questions sur son personnage, qui a besoin de... Et un peu, il avait quelque chose en commun avec à la fois les Nihal Krondash, qui jouait la grand-mère dans Mustang, et les filles dans Mustang, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est très ludique tout de suite. C'est-à-dire ça ressemble beaucoup à les séances de direction d'acteur, à comme quand on joue enfant à n'importe quoi, c'est-à-dire on donne des personnages et on commence à broder une histoire, c'est comme quand on se dit bon alors toi ton personnage il sera comme ci, il sera comme ça, puis hop on joue, on y va. Et il y avait cette espèce de fraîcheur un peu qui ressemble à quelque chose de presque très 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 juvénile chez eux et chez lui, et surtout et en ça donc c'est vraiment toujours un peu la même comment dire, les enjeux sont un peu les mêmes quel que soit
enfin les enjeux de travail, je veux dire. Et ensuite, effectivement, de par leur présence, ça génère juste des choses qui sont presque de l'ordre de diplomatie. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est par rapport aux enfants. Parce que ce qui est intéressant dans votre film, c'est donc il y a Daniel Craig et Halle Berry, mais c'est très centré sur donc les enfants de Millie. Est-ce que le fait qu'il soit en avant par rapport à ses adultes, mais aussi que effectivement, vous venez de le dire, Daniel Craig en fait apparaît presque comme un de ses enfants aussi dans la manière qu'il a d'être dans le film. Par rapport à dans Mustang, c'était des filles, là ce sont des garçons. Est-ce qu'il y a une sorte de jeu là-dessus? Et surtout, est-ce que on voit dans Kings que la révolte, la rage que les personnages peuvent avoir s'incarne vraiment bien dans cette jeunesse, en fait? Pardon, vous me demandez si la révolte, on la ressent dans le film, hein, c'est ça? Non, si vous voulez incarner la révolte, donc il y en a plusieurs, il y a celle de William, il y a celle de Jesse, il y a celle de Millie, forcément, c'est tous des personnages qui sont en lutte, mais comme dans Mustang, c'est incarné par des enfants. Oui. Enfants ou adolescents, Enfants en fait, ou par la adolescents, jeunesse oui. surtout. En fait. C'est vraiment l'impression que la jeunesse a besoin de se révolter contre la société, qu'elle soit turque ou américaine. Oui, et puis de manière assez différente. Enfin, le conflit entre les deux adolescents, Jesse et William, est vraiment de l'ordre de... Pour moi, c'était presque deux espèces de manières de décider d'affronter des grands moments d'injustice, et qui sont, par exemple, Jesse est un espèce de pacificateur, en fait, et a envie d'être en retrait, pas du tout envie de brutalité, de violence, et essaye de contenir tout le monde, alors que William a envie de prendre son destin en main et de passer à l'action, et à l'action violente s'il le faut, faire justice lui-même s'il le faut, des choses comme ça. Donc c'est deux espèces de manières de se comporter à l'égard d'une injustice, et qui sont des courants qui ont existé, même dans l'histoire afro-américaine, enfin qui s'affrontent. Et puis il y avait... mais du coup, la question c'était, ils portent tous une certaine révolte, et le deuxième volet de la question c'était pardon. Est-ce qu'on peut déjà dire que, en fait, après Mustang et Kings, vous excellez dans incarner l'idée de révolte dans la jeunesse, particulièrement dans cet âge-là de la vie, en fait? Parce que J'ai pas le droit de dire oui, j'excelle. non, mais c'est ce qui moi c'est ce que j'ai vu dans le film, et que en fait la poésie qu'il peut y avoir dans ces moments-là, parce qu'il y en a toujours une, vient de cette manière qu'a la jeunesse de vivre ces moments-là, quand les adultes vont être plus, par exemple, Millie, elle est dans la lutte quotidienne vraiment pour faire tenir cette famille et que les enfants puissent s'en sortir. On voit que Daniel Craig, donc Obi, est peut-être écrivain, mais on n'en sait pas forcément plus. Donc ils sont d'une certaine manière moins en prise que les enfants dans la révolte qui est menée. Ils ont tous en commun, enfin les adolescents dans Kings et celle de Mustang, d'avoir presque un espèce de point de vue très pur, c'est-à-dire pas encore distordu par quoi que ce soit, et de pas encore aucun d'entre eux n'a intégré qu'une injustice pouvait être normale. Enfin, ils réagissent de manière immédiate, en fait, à n'importe quel obstacle à leur liberté ou n'importe quelle injustice. Et en ça, oui, enfin, il y a quelque chose de... un élan très pur dans leur réaction, dans les deux films, on pourrait dire. Oui, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que surtout le monde adulte est représenté comme s'il faisait défaut, en fait. Dans Mustang, moi je me souviens vraiment d'une scène qui m'avait marqué, où on comprenait de manière très très subtile un élément d'inceste. Et là, même si on a beaucoup d'empathie pour Millie, donc pour le monde adulte, c'est quand même elle qui met ses enfants dans une condition compliquée. Donc on a vraiment la jeunesse qui se retrouve, pas abandonnée, mais presque, en fait, qui se retrouve pas avec un idéal
parentale qui convient en fait. Oui, c'est vrai que c'est une espèce de trame qui revient assez souvent. Ouais. Qui est un hasard ou quelque chose peut-être d'inconscient comme ça qui vous... Non, alors je sais que par exemple au moment Enfin, Mustang pour moi raconte à la fois des événements très intimes d'une famille et des choses que vraiment je peux reconnaître à un degré quand on zoome à l'intérieur d'une famille, mais d'une certaine manière c'est aussi une espèce de parabole de ce qu'est la société turque pour moi. Enfin, on est arrivé à... Il y avait des lieux de résonance. Enfin, on pouvait imaginer, se raconter le film en le projetant à plus grande échelle sur le pays. Et je me souviens que c'était une période où je me disais, tiens, enfin, je trouve que surtout les hommes turcs sont des bons vivants et beaucoup d'entre eux, enfin, qui dans mon entourage n'ont pas vécu très très vieux. Et j'avais vraiment cette espèce de... Donc, le sentiment de ne pas avoir vraiment plus de parents alors que le pays était en train de vivre des moments un peu troubles. Et je ne savais plus à qui m'adresser, comme une espèce de maître à penser. Et je sais que c'est quelque chose que très souvent je peux rechercher, par exemple, dans des... en l'occurrence, encore une fois, par rapport à la Turquie, où voilà, on est en train de vivre des choses nouvelles et naviguer une rivière qu'on ne connaît pas d'une certaine manière. Enfin, des événements qui n'ont pas de précédent dans l'histoire turque et qui sont... Et d'essayer de trouver tout le temps de genre mais qui dit quoi, qui pense quoi, et de me rendre compte que il y a presque plus personne au niveau des aînés, qu'il va falloir se débrouiller. Donc j'ai en moi ce qui est raconté à travers ces deux films, c'est-à-dire et Les Adolescents de Mustang et dans Kings, le fait de là il va falloir qu'on se débrouille quoi, dans une période un peu sombre. Et ensuite j'imagine, enfin il y a des trucs même ados que j'ai vécu qui sont assez proches de ça, de grandir sans autorité, donc il y a des choses qui viennent à mon avis pas totalement de nulle part, enfin et du coup qui reviennent de film en film quoi. Je vais encore revenir sur Mustang, hein. Promis, pour le troisième film, on n'en parlera plus. Mais, non, mais pour moi, c'est des films jumeaux, donc... C'est ça. En fait, il y a vraiment un vraiment... côté miroir, en fait, pour moi. Ce serait un peu facile de dire, voilà, là, c'est des garçons, c'était des filles dans l'autre, dans Mustang. Mais surtout, moi, ce que je trouve très fort avec vous, c'est votre capacité à prendre un groupe donc, de jeunes, que ce soit les filles ou les garçons, et de faire... ressortir un personnage en particulier. Alors c'était la plus jeune avec Mustang, là c'est le personnage de Jessie, pour qui on a énormément d'empathie, qui est obligé de tout porter en fait, et vraiment qui ressort très naturellement. Je trouve ça assez étonnant. Donc, est-ce que dès l'écriture vous dites voilà, celui-là on va le mettre à part, parce que étant donné qu'il y a beaucoup de personnages dans le film, on se demande un peu où est-ce que vous allez aller, vers quel personnage vous allez vous focaliser, et celui-là finalement il ressort beaucoup. Oui, dans les deux films il y avait une notion très claire du personnage principal, même si on est assez souvent dans des constructions qui sont des personnages à plusieurs têtes. Enfin, dans Mustang, d'une certaine manière, Mustang, il y a deux manières d'envisager qui est le personnage principal. Soit on peut se dire c'est l'allée, même si au début du film les 5 sont rayonnantes et forment un ensemble, et on le comprend un peu plus tard dans l'histoire que c'est sur elle qu'on se focalise, mais bon, il y a des indices, enfin c'est sa voix off qui raconte le film, qui ouvre le film, qui le conclut, enfin c'est son point de vue, on voit tout à travers son regard, donc il y a déjà tout ça. On peut aussi se dire que c'est un film avec un personnage à 5 têtes, 10 bras, 10 jambes, et par exemple, je me suis souvent dit, pendant la construction du scénario, enfin les considérations un peu idiotes, mais d'architecture de scénario, je me disais, tiens, le personnage n'a pas d'arc, enfin, on n'est pas dans... et en fait, si on se raconte que c'est un personnage à 5 têtes, c'est-à-dire que c'est vraiment ce personnage qui, au départ, ne sait pas exactement comment réagir par rapport à tous les obstacles faits à sa liberté, et qui, après chaque coup, finit par tomber une fois par terre, se relever, regarder ce qu'il a perdu et puis continuer à batailler. Donc il y avait vraiment la notion de, même à la fin, la raison pour laquelle le film est un peu...
c'est censé être un triomphe, la victoire des filles, l'arrivée à Istanbul, et on a quand même un sentiment de pincement au cœur plutôt brutal. Et je pense que c'est parce que c'est comme un personnage à 5 têtes qui a perdu des membres et qui arrive tout estropié là. Et dans Kings, c'est un peu différent. C'est une famille qui est un peu tentaculaire, bizarre, où le voisin a le nez dans la cour des autres, et les gens sont un peu serrés les uns sur les autres, et tout le monde s'occupe de quelqu'un d'autre en fait. Et du coup, c'est une famille avec des déséquilibres où tout le monde a une espèce d'élan toi, je vais m'occuper de toi, je vais t'accueillir, je vais te donner à manger, enfin voilà. Et ça crée des déséquilibres très très forts. Mais c'est vrai que les deux films sont des ensembles de personnages, des échevaux de personnages. Il y a justement dans tous ces personnages, il y a énormément de tendresse, beaucoup. Et alors moi j'avais une question peut-être un peu particulière, peut-être que je me suis trompé, mais j'ai cru remarquer qu'il y avait beaucoup de lits dans Kings, beaucoup de scènes qui se passent alors soit dans un lit, soit sur un lit. Je crois qu'on voit presque en fait tous les personnages à un moment dans un lit, mais alors c'est très intéressant parce que au-delà de forcément l'érotisme et l'amour qu'il peut y avoir dans un lit, là il y a quelque chose qui semble vraiment appartenir en fait au monde de l'enfance, c'est-à-dire il y a Los Angeles qui brûle dehors à tel point que faut même plus sortir dans les jardins, mais par contre il y a un espace qui est une sorte de sanctuaire où il y a le monde de l'enfance, c'est-à-dire c'est des rêves, mais c'est aussi la sécurité. Et donc, par exemple, enfin, on va pas dire ce qu'il y a dans le film, mais il y a Jesse et William n'ont pas la même expérience, ils font pas les mêmes découvertes dans les lits, il y a les tout petits enfants qui s'y cachent le matin, etc. Est-ce que c'est un endroit pour vous vraiment, enfin le lit, est-ce que c'est quelque chose qui représente plus que, par exemple, je vais dire une bêtise, mais dans les films de mafieux, c'est la cuisine, par exemple. On va avoir ça comme Je ne m'étais pas posé la question, je ne l'avais pas remarqué. C'est vrai que tout le monde est dans un lit à un moment ou à un autre. Dans Mustang aussi, il y a des scènes de... On voit le lit de tout le monde, sauf de l'oncle. On voit pas. Non, c'est vrai. Alors, oui, vous avez raison. Après, c'est sans doute parce que dans les deux films, le fameux écheveau de personnage, à chaque fois, a une espèce de comportement de portée de chaton. Donc c'est tout le temps des relations très tendres, très intimes, avec beaucoup, beaucoup de contacts. Et voilà, donc le territoire de tout ça, c'est souvent le lit, tout simplement. Donc, D'accord. voilà. Parce que c'était quelque chose qui, enfin, pour moi, ressortait beaucoup. Il y a vraiment la gravité de la situation sociale, où on voit vraiment l'enfer urbain en plus à Los Angeles que ça représente. Et se réalise quand même par moments tous ces endroits dans la maison de Millie avec les enfants, où voilà, il y a cet espace. Oui. Non, mais j'aimais bien qu'on puisse, que cette nuit historique-là, que chacun ait une expérience très différente, et même, désolée, je révèle une scène du film, mais par exemple, la petite fille qui, pour elle, ça restera à vie la nuit où elle a pu jouer au Barbie jusqu'au petit matin. Enfin, j'aimais bien que tout le monde puisse avoir une histoire très, 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 très différente, et des choses très tendres, une tragédie d'un côté, enfin... Voilà, et ce qui correspond à la réalité, enfin, où les destins des uns et des autres étaient très différents durant les émeutes. Oui, alors je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que pour moi, cette présence donc, des lits, et on le voit sur l'affiche, il y a une scène, alors, peut-être qu'ils sont sur un canapé. J'ai vu. Alors là, ils sont sur la voiture, mais ouais, elle me fait penser à une scène où Millie et tous les garçons, les filles sont en train de se faire des câlins, en train de se chatouiller. Donc il y a tous ces éléments qui amènent beaucoup d'attendrissement, peut-être plus de légèreté aussi. Et ça qui est étonnant avec le film, c'est que il touche à plusieurs genres. Il y a des moments très durs, voire d'horreur. Je trouve qu'il y a des plans vraiment qui sont très inquiétants. Et en même temps, il y a des moments très drôles. Qui ressortent, des moments très émouvants. Donc il y a vraiment un ensemble qui fait que on peut difficilement mettre Kings dans une seule case en fait. Oui, oui, en termes de déjà ne serait-ce que de registre dramaturgique. Enfin, pour moi, c'est très clairement la tragédie de
super classique, c'est-à-dire le héros tragique absolu, enfin Jesse, et son destin qui s'entremêle à celui de Holly et des enfants, enfin de Millie et des enfants qui vit des espèces de petits épisodes presque absurdes de ce que je vous racontais tout à l'heure, de ces 5 jours à Los Angeles sans loi où les choses les plus folles pouvaient arriver. Et donc d'avoir cette espèce de tresse entre des registres très différents, même en termes de scénario, pour moi était au cœur du film. Et ensuite, c'est vrai que même la scène du lampadaire, pour moi très tôt il y avait cette espèce de notion de et les personnages se retrouvent dans des situations presque burlesques encore de manière au sens très classique du terme, ou dans le cinéma burlesque, enfin c'est vraiment je sais pas, tous les objets qui sont détournés de leur usage, les lois du monde qui n'existent plus, enfin ce qui fait rire dans les films de Buster Keaton, de Charlie Chaplin et Harold Lloyd, c'est vraiment des choses qui sont des moments on détourne les objets, on se retrouve dans des situations absurdes avec des objets, on est en lutte avec les objets, et c'est vrai que les scènes de Millie et Obi étaient un peu de cette nature-là, très tôt, enfin c'était... Et donc on passait effectivement d'un registre à un autre. Et ça pour moi c'était vraiment, enfin le cœur de l'intention du film était là-dedans, c'était de passer du très sombre à la lumière, du très sombre à la lumière, parce que pour moi la vérité de ces événements repose là, dans cette description-là. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, Denise. C'était vraiment très intéressant et très agréable de passer ce moment avec vous. Ноги соедините, руки